Rebonjour. Un jour nouveau qui se lève avec un peu plus de soleil aujourd'hui qu'hier. Euh, il fait un peu froid, je me suis couvert. Euh, Aujourd'hui, on va discuter dans les trois prochaines présentations qui vont probablement pour moi couvrir la journée, là, on va discuter de trois choses liées qui sont un peu une grosse parenthèse à l'intérieur des présentations que je suis en train de faire, mais chacune de ces parties-là a quand même une pertinence directe, à part la dernière qui est un petit peu indirecte là, par rapport au sujet qu'on traite. Dans la première partie, je vais traiter surtout de la connaissance, c'est-à-dire où se trouve la science, la connaissance, le savoir dans une société. Ça peut sembler un petit peu, comment dire, abstrait comme manière de poser la question, mais je vais un petit peu rétrécir la chose quand on va en discuter, c'est dans cette présentation-ci, là. Ensuite, dans la présentation 7, je vais discuter des modèles qui utilisent le tirage au sort comme modèle qui intègre cet outil-là dans les modèles politiques. Donc, c'est directement pertinent au sujet, mais en même temps, l'idée, c'est que ces discussions-là sont tellement longues qu'on ne pourra pas les couvrir dans le cadre d'une expérience aussi courte que celle qui se fait avec le groupe constituant. Mais ça donne une idée de ce qui peut être fait. Puis là, je vais présenter les différentes personnes qui ont avancé des modèles par rapport à ça. Enfin, dans la dernière partie, là, je vais me permettre un petit peu plus une partie, une dérive, si on peut dire. Là. Je vais parler d'autres idées qu'on pourrait imaginer dans le cadre d'un État où il y aurait une assemblée constitutionnelle. Donc, le but de tout ça, c'est finalement d'expliquer cette idée-là, jusqu'où ça peut... quand je parlais précédemment d'une porte qui était ouverte avec une assemblée constitutionnelle qui n'existe pas présentement dans nos sociétés, c'est-à-dire d'une assemblée, d'une institution où on peut débattre de changements en profondeur. Toutes ces présentations-ci, là, le 6, 7, 8, surtout 7, 8, vont nous donner des idées de qu'est-ce qui pourrait être fait, jusqu'où on pourrait aller finalement. Tu sais. Évidemment, je peux pas dire que c'est pas dire qu'on peut pas aller plus loin, mais c'est un petit peu pour donner une idée là, de qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui pourrait se faire à ce niveau-là. Mais dans cette présentation-ci, je sens la nécessité de discuter d'un autre sujet qui est intimement lié à celui-ci et qui concerne la connaissance, c'est-à-dire les idées un peu, où se trouvent les idées dans notre société. C'est un peu cette idée-là que je veux traiter. Avant d'y venir, j'aimerais ça faire une petite parenthèse que je ne sais pas où introduire ailleurs, vous m'excuserez, là, sur les petits pays. Donc, je me permets, avant d'arriver à cette idée-là de la connaissance, de parler des petits pays. C'est lié à cette idée-là parce que, justement, l'idée de base là, qui lie les deux, c'est que quand on est un petit pays comme le Québec, ou une petite nation, qu'on soit un pays ou une province, ça ne change pas grand-chose d'un certain point de vue. D'un point de vue démographique, on est limité. Et puis donc, la connaissance ne se trouve pas en entièreté chez nous. Hein. Si on a un pays comme la France ou comme les États-Unis, on peut s'imaginer qu'on en a plus, c'est vrai, mais évidemment aussi la connaissance ne se trouve pas en entièreté dans aucun des pays du monde. Et donc, une des choses qui pourrait être, qui devrait être intéressante pour une assemblée constitutionnelle comme ça, et pour d'autres institutions citoyennes par ailleurs, c'est qu'on pourrait, à l'ère de la globalisation, de la modernité où on se trouve, faire appel à des ressources externes, à des gens à l'extérieur qui ont une expérience académique ou professionnelle ou tout simplement pratique du fonctionnement de certaines institutions, de certaines choses chez eux, ou qui ont simplement des idées sur comment on pourrait changer les choses, et inviter ces gens-là à nous faire part de leurs idées. Ça en soi, ça se fait probablement, ça se fait déjà un peu évidemment dans le monde du politique, mais ça serait quand même innovateur et on peut, avec des institutions du type dont je parle, on peut pousser ça plus loin. Mais
la parenthèse, ça c'est le lien entre le sujet des petits pays et puis la connaissance. Autrement dit, il y a beaucoup de connaissances qui est à l'extérieur et au Québec, on va devoir, en fait, je pense, y faire appel. Mais la parenthèse que j'insère ici, là, vous me pardonnerez, c'est que j'aimerais ça expliquer aux Québécois. Je pense que le cadre est quand même à propos de le faire parce que parler de la Constitution, on parle aussi de nous-mêmes. Tu sais. L'importance, et je ferai un autre lien avec le projet dont on parle aujourd'hui, là, mais l'importance des petits pays dans le monde. On vit à une époque où tout se fait en gros et où il y a certaines grandes puissances qui prennent beaucoup de place. Et pas juste beaucoup de place en termes d'influence, mais qui s'étendent aussi, disons, qui étendent leur langue par rapport, par exemple, ailleurs. Tu sais, les États-Unis, dans les dernières décennies, le dernier siècle peut-être, ils sont devenus une superpuissance et sont parvenus, disons, à devenir une référence culturelle pratiquement pour le reste du monde. Hein. On parle de films américains, on écoute de la musique américaine, on connaît même les intellectuels américains. Pas juste, je veux dire, ça va de soi qu'on les connaît, mais dans le monde académique, ils ont beaucoup d'influence parce qu'ils ont beaucoup de moyens, puis ils peuvent publier, puis ils peuvent traduire. Hein. Tout ça, c'est bien. Mais c'est important d'avoir des grandes entités politiques comme ça dans le monde parce que ces gros blocs-là vont éventuellement permettre d'avoir un monde plus uni. Si on veut avoir un monde qui fonctionne à l'avenir, il va falloir éventuellement qu'on ait des institutions mondiales ou internationales qui fonctionnent bien et d'avoir des gros blocs comme la Chine, les États-Unis, l'Inde et tout ça, le Brésil peut-être aussi, ça permet de faciliter un peu la chose. Hein? C'est-à-dire qu'il y a déjà une part de l'unification qui a été faite. Hein? D'avoir des grands ensembles régionaux comme l'Europe, etc., bien sûr, participe à tout ça. Cependant, avec cette idée-là en tête, on néglige souvent l'importance des petites nations. Et dans l'histoire de l'humanité, évidemment, on a eu d'autres grands empires. On a eu Rome, on a eu d'autres empires importants. On a eu les Mongols, on a eu Napoléon qui a tenté de fonder un empire. Il y a eu bien sûr beaucoup d'autres expériences comme ça. Et à travers ça, il y avait toujours des petites nations qui survivaient, des petites nations qui faisaient leur truc et qui apportaient leur grain de sel à l'humanité. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est important dans le monde d'avoir un équilibre entre les petites nations et les plus grosses. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que souvent l'innovation en fait se fait dans les petites nations pour la raison suivante, c'est que les petites nations, oui, n'ont pas l'avantage de la taille pour avoir une influence à l'extérieur, mais ont l'avantage de la petite taille pour avoir un degré, une latitude là, de possibilités pour innover à l'intérieur. Donc les petites nations peuvent se permettre de faire des expériences sociétales, hein, c'est-à-dire dans leur société, qui ensuite peuvent avoir servir d'exemple ailleurs. Hein. Là, il y a un ensemble pendant que je vous parle, un ensemble d'exemples qui me vient à l'esprit. Je vais probablement en oublier quelques-uns en vous les énonçant, mais pour vous donner quelques exemples de ce que je suis en train de vous dire. Un qui m'est venu à l'esprit, c'est la cité d'Athènes. Athènes, c'était même pas un pays comme on l'entend, c'était une cité-État avec Athènes puis un peu ce qu'il y avait autour. Mais ces gens-là, dans ce petit État-là, nous ont donné la philosophie, puis nous ont aussi donné l'exemple d'un système politique où on utilise le tirage au sort puis la démocratie directe. Et puis ça, c'est une contribution importante à l'humanité. Ça n'a pas été fait dans un empire comme Rome, ça a été fait dans un petit bout de pays qui n'était pas très très gros, hein, qui était encore bien moins gros que le nôtre. Un autre exemple, qui sont liés là pour le moment à notre sujet, c'est les États-Unis. Hein, les États-Unis, on peut penser que là aujourd'hui c'est un gros pays, mais quand les États-Unis ont fait la contribution la plus importante de leur histoire au monde, qui était celle d'adopter la déclaration d'indépendance puis ensuite la Constitution américaine,
quand ils ont donné quand ils ont rompu, bref, avec le reste des pays à cette époque-là pour suivre cette voie-là, les États-Unis à cette époque-là, ce n'était que des colonies à la marge de l'Europe. Hein. C'était très loin des centres de pouvoir, puis c'était loin d'être le centre du monde. Ça l'est devenu par la suite, par un concours de circonstances, mais à cette époque-là, les États-Unis étaient quelques millions de personnes à peine sur la côte américaine. Et il ne faut pas, si on veut continuer cette histoire-là, il ne faut pas oublier que c'est ça, le modèle qu'ils ont mis en place 200 ans plus tard, tout le monde dans le monde l'applique. Ou s'ils ne l'appliquent pas, ils font référence pour tenter de se légitimer en disant ils ont été élus, ils ont mal été élus dans certains pays, là, même dans les nôtres parfois, mais ils sentent l'obligation de se réclamer de la démocratie électorale, ce qui était la création des Américains, pour légitimer leur propre pouvoir. Fait que, ça va assez loin. Hein. Mais pour une grande partie des autres pays qui sont plus honnêtes dans leur adoption de ce système-là, justement, ils ont adopté là, l'essentiel de ça. Même le pays qui était contre les États-Unis à l'époque, qui était l'Angleterre, ce pays-là, bien qu'il demeure une monarchie, dans la réalité, c'est quand même le premier ministre qui mène la game, puis le Parlement qui contrôle. Puis il y a eu toute une évolution des institutions qui rattachent ce pays-là aujourd'hui à la même philosophie qu'ont développé les Américains, qui était à dire de donner le pouvoir au peuple. Hein. Puis donc, il y a une translation du pouvoir vers la Chambre des communes, entre autres, au Royaume-Uni. Puis, bon, si on n'est pas reparlé des institutions politiques en tant que telles, il y a un autre pays qui me vient à l'esprit, qui est assez évident, qui est la Suisse. Hein? La Suisse, qui est un des pays qui fait un grand usage du référendum, donc d'une voie de démocratie directe. Et ce pays-là, évidemment, c'est pas un gros pays, c'est un pays qui est petit, qui a toujours voulu garder sa neutralité puis son indépendance, qui était jaloux de son indépendance, et qui a peut-être pas eu un super impact, mais qui, quand même, il y a quand même eu d'importantes choses qui sont sorties de la Suisse, mais ont toujours été une référence intéressante par rapport à ça. Mais évidemment, on pourrait continuer et très longuement. Un autre pays qui me vient à l'esprit, puis sur lequel je suis en train de travailler ces jours-ci, un peu à la marge de ça, là, des présentations que je fais, c'est l'Islande. Hein? L'Islande avait un système politique aussi fort intéressant qui était dans les années 900, dans les années 1000, puis dans les siècles qu'on suivit, là, donc dans le 10e, 11e, 12e siècle. Ce pays-là avait un genre de... C'est dur à expliquer pour nous, mais c'est un peu comme si, bon, d'un, c'était une colonie de la Norvège et puis d'autres migrants qui sont arrivés là, mais après être arrivés là, ils n'ont pas établi un État. Ça semble un peu drôle, là. Ça pourrait intéresser certains politicologues, évidemment, mais il n'y avait pas un exécutif, il n'y avait pas un gouvernement, il n'y avait pas de roi, il n'y avait personne qui assumait pour la société là, le rôle d'arbitre parfois qui existait ailleurs. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une assemblée qui s'appelait, là, vous m'excuserez, je suis évidemment pas islandais, mais je pense que c'est le Althing. Puis cette assemblée-là se rassemblait à chaque année. Et puis, s'il y avait des litiges qui s'étaient passés entre différents individus, différents groupes au cours de l'année, cette assemblée-là réglait ces problèmes-là, puis faisait la loi, finalement, pour l'Islande. Mais c'était une loi dont l'application ne dépendait pas d'un exécutif, mais que c'était cette assemblée-là qui décidait comment ça allait être fait finalement, puis tout le monde s'entendait pour le faire ensemble. C'était bien intéressant. Malheureusement, l'expérience a avorté ou a été mise à l'écart quand ce pays-là a intégré les rangs de la Norvège. Parce que c'était un petit pays, il a fallu éventuellement qu'il dépendait très étroitement de la Norvège. Et quand ils ont intégré la Norvège au 13e siècle, je pense, ils ont
ils n'ont pas continué d'utiliser ces institutions-là. Un autre exemple qui me vient aussi à l'esprit, c'est les Basques. Hein, les Basques qui sont une extrême minorité en Europe, qui sont vraiment pas beaucoup, peut-être moins d'1 million à l'époque actuelle, mais qui, depuis des millénaires, depuis les temps des Romains, ont des institutions particulières, des croyances, des conceptions particulières, et aussi qui avaient, jusqu'à plutôt récemment, dans les derniers siècles, ça a changé, mais qui gardaient jalousement le droit, peu importe qui était la puissance de l'époque, d'avoir d'avoir leurs propres lois et puis d'avoir leurs propres lois coutumières qui étaient chez eux. Et ces lois-là étaient faites par une assemblée qui se réunissait au moins annuellement. Là, je ne vais pas vous induire en erreur, je suis moins connaissant sur cette question-là, mais qui symboliquement se réunissait sous un chêne et qui faisait ou changeait les lois du Pays basque. Bon, je simplifie évidemment, là, il y avait souvent des assemblées chez les Islandais qui étaient plus régionales aussi, puis chez les Basques aussi sans doute. Mais puis un petit pays comme ça, les Basques, les Basques, je veux dire, ils étaient en Amérique avant que les grandes puissances arrivent. Hein. Quand les grandes puissances sont arrivées, Cartier, puis Cabot, puis tout ça, se sont aperçus que il y avait des pêcheurs basques sur la côte de Terre-Neuve, puis ça faisait bien longtemps qu'ils étaient là, qui pêchaient la morue, et qu'eux connaissaient déjà la place. Et les Basques aussi, pour l'Espagne, étaient, dans le temps de Franco, mais bien avant aussi, le centre de l'industrie puis de l'innovation dans ce pays-là, ont été, disons, ils ont eu des impacts là, importants dans l'histoire du monde, malgré leur petit nombre. Et peut-être parce qu'ils sont restés petits, mais farouchement indépendants, ces gens-là ont eu une incidence sur l'histoire de l'Europe qui est quand même extraordinaire par rapport à leur taille démographique. Un autre pays qui, évidemment, plutôt avant de venir à ce pays-là, dans la modernité, il y a évidemment d'autres pays qu'on a déjà mentionnés, qui sont les pays scandinaves, hein, qui sont aussi des petits pays et qui, à notre époque, là, sont vraiment, enfin semble-t-il, hein, sur tous les points qu'on regarde, on s'aperçoit que là où on veut aller, pour certaines personnes, les Scandinaves l'ont déjà fait. Hein. Puis, une des caractéristiques de ces pays-là, c'est qu'ils auraient pu, ils l'ont même fait dans l'histoire, ils auraient pu faire s'unir puis être un pays entre toute cette gang de 3-4 pays-là. Hein. Il y en a 4, il y a la Norvège, la Finlande, la Suède et puis le Danemark. Et donc, mais ces pays-là ont décidé de rester séparés, de rester à l'époque moderne, des entités séparées, et puis donc, par ce fait-là, chacun fait ses propres expériences, et ces expériences-là ont une valeur pour le reste de l'humanité en tant que modèle ou en tant qu'exemple. Évidemment, c'est pas parce que c'est un petit pays que c'est nécessairement le monde idéal, mais l'existence de plus petites entités politiques permet ce genre d'innovation-là. Évidemment, c'est une relation avec le monde qui est différente. Hein. C'est pas des pays qui peuvent tomber dans l'arrogance de l'empire. C'est pas des pays qui peuvent avoir un peu la sécurité de trôner sur le reste du monde. C'est toujours des pays qui vont regarder les autres et puis devoir être un peu plus humbles et pourrait dire, diplomatiques dans leur relation avec le reste du monde. Mais c'est peut-être un avantage, ça, hein, de ne pas tomber dans la grandeur pour un pays. Finalement, un autre pays qui me vient à l'esprit, il y en aurait peut-être deux, hein, si je veux un peu là vous. Je sais que les Québécois, c'est pas des gens les plus religieux à cette époque-ci, mais il est inévitable, si on mentionne les petites nations qui ont changé le monde, de parler d'Israël. Pas d'Israël moderne, bien qu'Israël moderne soit aussi plutôt progressiste sur beaucoup de questions, là. Mais l'Israël antique était une petite nation, ou même, enfin, je ne sais même pas si à l'époque on pouvait appeler ça une nation. Il y avait un groupe de personnes qui éventuellement développaient une idée nationale, mais ces gens-là, par la philosophie religieuse qu'ils ont adoptée, ont eu un impact majeur sur le reste du monde. Tu sais, je veux dire, il y a la moitié de la planète qui, jusqu'à l'époque, la modernité ou la religion prend un petit peu une importance moindre, là, ou du moins on pense que ça va être moindre
dans les siècles à venir. Jusqu'à tout récemment, ce pays-là puis même jusqu'à maintenant, est à l'origine finalement des deux grands courants, le christianisme et l'islam, qui ont influencé le reste du monde de manière significative. Un autre, justement, pays qui est pas, ou une autre nation qui a eu un rôle comme ça, qu'on ne conçoit pas exactement comme ça, mais c'est l'Arabie. Dans le temps du prophète de l'islam, l'Arabie a été unie comme nation politique, et puis en fait, Mohammed est mort à ce moment-là. Et puis donc, c'est après que l'extension s'est faite, puis que c'est rapidement devenu un empire. Mais il ne faut pas oublier que, justement, l'innovation que cette religion-là apportait, parce qu'à l'époque, c'était des gens un peu plus cultivés, les musulmans. Les Européens étaient un petit peu à la traîne. Mais l'innovation que cette religion-là a apportée, je parle là du 6e au 12e siècle, ou du 7e, pardon, au 12e siècle à peu près, le monde musulman, c'était le monde plus moderne. Et ou plus avancé. Et ces gens-là, c'était une très petite nation. C'était pas un gros empire. Un autre exemple, j'en ai deux en fait, quand on commence à y parler, quand on commence à y penser, il y en a beaucoup. Un autre exemple, c'est les Mongols. Les Mongols étaient une très petite nation, c'était même pas, ça a été en fait fondé comme nation, puis tout de suite, ils ont pris une expansion, mais c'était une nation infime en termes de taille, il y avait l'Empire chinois à côté, puis il y avait l'Empire musulman de l'autre bord, puis les musulmans sont un petit peu rentrés dans les deux, si on peut dire, de manière polie, mais ils ont un peu clairé, fait le ménage de tout ça, puis éventuellement d'autres choses est ressorti de ces nations-là. Il y a aussi l'Espagne dans le temps des morts. Dans le temps où l'Espagne avait une présence musulmane importante, c'était un petit État sur le continent européen, mais qui avait la particularité d'avoir des dirigeants musulmans. Et dans ce pays-là, contrairement à ce qui se faisait ailleurs, il y avait une tolérance envers les chrétiens puis envers les juifs. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces autres groupes-là et les musulmans de l'époque ont été, d'un point de vue culturel, très florissants. Il y a des grands penseurs comme Ibn Arabi, il y a la Kabbale juive, et puis il y a sans doute d'autres influences au niveau des chrétiens qui sont sortis de l'Espagne à cette époque-là. Parce que c'était un petit pays particulier à la frontière de deux mondes, si on peut dire. Et puis, parfois aussi, il y a des petites nations qui ont comme un effet indirect. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une autre personne dans l'histoire qui a eu un impact important en France, mais qui, lui, était corse. Puis c'est Napoléon. Puis si Napoléon n'avait pas été corse, je pense pas qu'il aurait été Napoléon. S'il n'était pas venu d'un petit pays où il y avait une autre manière de voir les choses et puis où la vie est un petit peu plus rude, je pense pas que cet homme-là aurait pu accomplir ce qu'il a fait, puis je pense pas qu'il y aurait eu comme la force de caractère finalement de faire ce qu'il a fait. Évidemment, on peut pas jurer sur la tête de sa mère d'une proposition comme ça, mais il y a aussi parfois des gens qui vont sortir d'un petit pays puis avoir une influence ailleurs. Et le fait de leur origine va être important sur leur carrière et l'influence ou l'impact qu'ils vont avoir sur le monde. Donc, ça c'est pour parler des petits pays, mais c'est aussi incidemment pour dire, et là ça le lie au sujet dont on parle, que c'est pas parce qu'on fait un changement dans une petite nation que ça ne peut pas avoir un impact sur le reste du monde. Et si on a l'idée de le faire et si on sent que c'est la bonne chose à faire, il faut avoir le sens moral de tenter l'expérience. Il faut évidemment étudier la chose pour s'assurer que c'est un bon projet. Je ne dis pas qu'il faut se lancer dans toutes les expériences, mais si on sent que dans les idéaux qu'on a, que c'est la bonne chose à faire pour une petite nation, faire cette expérience-là, ajoute bien sûr à son expérience. Ça va être un défi aussi de faire quelque chose comme ça. Mais c'est aussi une contribution au reste du monde. Et ne négliger cet aspect-là, dans ce cas-ci, serait d'oublier une partie de la chose. Parce que, présentement dans le monde,
tous les pays sont en crise démocratique, nos institutions politiques ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal. Hein, si un pays trouve une voie de sortie de ça, ça va avoir un intérêt ailleurs dans le monde. Hein. Cet impact-là, on peut pas, il est hors de notre contrôle. Tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est chez nous. Sauf que, autrement dit, peut-être que c'est... Je vous donne un exemple. Il est arrivé dans l'histoire que certains mouvements, je pense entre autres à la Commune de Paris, a une expérience très brève d'un certain ensemble institutionnel ou de certaines idées politiques, et puis que ça a été rayé de la carte. Sauf que, comme référence, ces idées-là sont restées, et ces gens-là qui, à l'époque, en 1871, nous disaient « les femmes doivent avoir le droit de vote », à l'époque, on riait d'eux, puis on les a écrasés, sauf que 100 ans plus tard, les femmes avaient le droit de vote. C'est la même chose avec la Révolution française qui a un peu retombé dans l'empirisme ou le monarchisme sous Napoléon. Les idées de la Révolution française, par la suite, ont aussi eu un impact sur le reste du monde. Parce qu'ils ont pris le temps de les formuler, puis ont fait un exploit ou un événement politique de ça. Événement dans le sens plutôt grandiose. Et puis, évidemment, Athènes, ce qu'Athènes a fait aussi, c'était une expérience plutôt courte dans le temps. C'était quand même plusieurs années, mais ça n'a pas duré des millénaires. Mais malgré la période plutôt limitée de temps, l'impact de ces gens-là sur le reste du développement de l'humanité par la suite, par rapport à la population qu'il y avait là, était énorme. Parce qu'ils avaient adopté un système extrêmement progressiste, extrêmement démocratique, et qui a donné lieu à plusieurs productions, non seulement politiques, mais évidemment culturelles. D'où l'influence de la Grèce a surtout été d'un point de vue culturel par la suite, mais il y avait une assise politique à cette réalité culturelle-là. Et donc ça lie le sujet à notre situation présente. Je regarde le temps, ça fait déjà un vidéo assez long. Je pense que je vais faire une pause et dans la seconde partie de cette section-ci, je vous reviendrai sur le prochain sujet ou celui qui en fait devait faire le corps de cette partie qui est la connaissance dans la société.